Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Héros du Web, votre émission consacrée au monde de l'entrepreneuriat et du numérique. NFC, TV connecté, cloud computing, chaque mois je vous proposerai une immersion en lien avec un sujet porteur, bien sûr dédié au monde du numérique. Mais pour l'heure, nous sommes chez Sense, société spécialisée dans l'objet connecté. C'est pourquoi je vous propose une immersion avec son fondateur, Rafi Aladjian. C'est parti. À 51 ans, Rafi Aladjian semble avoir tout vu et tout inventé. Après des débuts dans le Minitel, il crée en juin 1994 FranceNet, considéré comme l'un des premiers opérateurs internet français. Plus récemment, il a initié une autre tendance qui se démocratisera seulement 10 ans plus tard. En effet, dès 2003, il crée avec Olivier Mével la société Violet, dont l'ambition est de connecter tous les objets à l'internet, dont le célèbre lapin Nabastag. Enfin, en 2010, il lance la société Sense, qui développe actuellement une plateforme et des objets pour collecter des informations de la vie quotidienne et leur donner du sens. Vous l'aurez compris, Rafi Aladjian possède toujours une longueur d'avance, parfois même trop d'avance. Mais être visionnaire suffit-il pour devenir un bon entrepreneur? Bonjour, bienvenue chez Sense. Merci. Alors mon parcours est très cohérent, je fais du Minitel dans les années 80. Après je me suis rendu compte que le Minitel c'était bien, ça correspondait au taux d'équipement des gens et du niveau de technologie, voire du prix des composants électroniques dans les années 80. Au début des années 90, je me suis dit que la situation avait changé, les gens commençaient à avoir des PC chez eux, donc il fallait évoluer. Donc j'ai créé FranceNet qui était la première boîte d'internet, donc j'étais un pionnier de l'internet. Et puis au début des années 2000, je me suis rendu compte que l'histoire ne s'arrêtait pas aux ordinateurs et qu'à un moment donné tout type d'objet pouvait être connecté à un réseau et devenir intelligent, si on veut. Et donc j'ai créé Violet pour développer cette idée. Et aujourd'hui avec Sense, c'est la suite de cette histoire-là qui est tous les objets sont non seulement connectés, mais tous les objets sont des machines à collecter du savoir, à augmenter le savoir, la connaissance ou la perception ou l'intelligibilité qu'on a de la réalité. Donc c'est jamais qu'une évolution naturelle des choses. Je fais les différents épisodes. Il y a eu la saison 1, le Minitel, saison 2, l'Internet, saison 3, l'Internet des objets. Maintenant, on est dans la saison 4, qui est la création du sens, donner un sens à la vie. J'ai jamais voulu être entrepreneur, je ne me considère pas comme un entrepreneur. J'ai trouvé que c'était marrant d'être là au tout début des histoires, au moment où elles commencent. J'ai pris goût à cette situation de pionnier, donc depuis je fais ça. Je suis pionnier professionnel. Je fais des entreprises suicidaires sur des sujets qui m'intéressent. Il se trouve qu'elles marchent bien. Être entrepreneur, c'est pas un état. On n'est pas entrepreneur d'abord et après on cherche un sujet. On trouve des sujets passionnants à faire, des choses qui sont exaltantes. Et plus elles sont suicidaires, plus elles sont exaltantes. Et je fais ça. Est-ce que je suis un visionnaire? Je ne suis pas un visionnaire. Je pense que c'est juste un exercice, un entraînement pour voir ce qui va arriver après. C'est très simple. Si vous partez de la situation d'aujourd'hui et vous vous projetez dans l'avenir, vous êtes sûr de vous gourer parce qu'il y a des tas de futurs possibles. Ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe aujourd'hui, vous pouvez plus facilement vous projeter dans l'avenir. Ce qu'on vous apprend en CM1, c'est que par un point donné dans l'espace, il y a une infinité de droites qui peuvent passer. Si vous prenez 2 points dans l'espace, il n'y a qu'une seule droite qui passe. Donc voilà, c'est comme ça qu'on devient visionnaire, c'est très simple, on apprend ça en CM1. Tandis que la majorité des entrepreneurs en quête de succès imaginent les objets qui réinventeront notre quotidien, Rafi Aladjian pense quant à lui que l'intelligence ne se situe pas dans l'objet, mais dans les serveurs, d'où la naissance de Sense. L'Internet des objets est un mot à la mode que je n'aime pas du tout parce qu'il est complètement trompeur. Je pense que le problème n'est pas les objets, n'est pas le fait que les objets soient connectés. La division est plutôt de savoir si c'est des objets qui sont capables de collecter de l'information, du savoir ou juste des objets. Sense, c'est avant tout ça. D'abord une machine, une plateforme qui est capable d'emmagasiner cette information, de la stocker, de la transformer, de la processer de différentes manières pour en extraire au moment utile l'information utile pour pouvoir soit apprendre des choses à l'utilisateur, soit déclencher un comportement qu'il n'aurait pas envie ou la capacité de faire. De 2003 avec Nabastag à aujourd'hui avec Sense, Rafi Aladjian est donc passé de l'expérimentation avec ce symbolique lapin connecté à la concrétisation avec Sense. Peut-on toutefois s'attendre à une évolution dans les prochains mois ? En 1994, j'ai créé une boîte qui s'appelait FranceNet, qui faisait un truc que personne ne connaissait, qui s'appelait l'Internet, qui servait à rien, sur lequel il n'y avait pas de contenu, qui ne marchait pas, il n'y avait pas d'outils, et de toute façon, les gens n'avaient pas de modem chez eux. Et à l'époque, on essayait d'imaginer ce à quoi ce truc pouvait servir,
Et au fur et à mesure, on en a découvert quelques-unes, on s'est trompé, on a fait d'autres trucs, on s'est trompé, et au fur et à mesure, ça a évolué. Il y a eu l'Internet 1.0, et puis maintenant, ça change à peu près tous les 3 ans. Il y a une nouvelle version du web, une nouvelle tendance et un nouveau truc. Avec l'Internet des objets, je ne vois pas pourquoi ça se passerait autrement. Il y a eu un Internet des objets 1.0 pour nous, qui était l'époque de Nabastag. C'est une période un peu naïve où on pensait que l'enjeu, c'était comment on prenait un truc physique et on le faisait communiquer avec le web. C'est ça qui était révolutionnaire et comment, à travers le web, je pouvais bouger les oreilles d'un lapin. Et puis les choses se maturent et on essaye des choses. Aujourd'hui, Sense est une progression énorme par rapport à la vision que nous avions de l'Internet des objets en 2003. C'était déjà il y a 10 ans. Et il n'y a pas de raison que l'Internet des objets se comporte autrement que ce qui s'est passé sur le web ou n'importe quelle évolution. D'ailleurs, l'Internet des objets n'est jamais que l'évolution de l'histoire du web qui a démarré il y a 20 ans. Je pense qu'on fait des trucs aujourd'hui avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, avec ce que le marché est capable d'absorber, de comprendre aujourd'hui, et demain, ça sera complètement autre chose. Tout ce qu'on pourra dire sur le futur sera faux. Et maintenant, je vous invite à découvrir DataVise, une start-up qui s'attaque au problème épineux de la matérialisation de la relation entre les hommes et les données. Vous l'aurez compris, le rendez-vous est maintenant donné chez la jeune start-up DataVise. À l'heure de l'Internet des objets, la data sexuelle, celle que l'on partage pour véhiculer nos pensées, kilomètres parcourus, tension, rythme cardiaque, devient l'épine dorsale des nouvelles interfaces intelligentes. Ça tombe bien puisque notre jeune société surfe sur l'engouement naissant pour les données. Bonjour, bienvenue chez DataVise. DataVise est une start-up de visualisation interactive de données, c'est-à-dire que notre métier, c'est de transformer des données en expériences d'information, de façon à pouvoir porter de nouveaux usages autour des données. On est vraiment spécialisé dans les nouvelles interactions entre les hommes et les données. Et ça nous amène à travailler sur des projets finalement très différents. Notre métier, ça peut être parfois de faire des interfaces de visualisation qui permettent d'explorer des données très complexes. Sans ces interfaces, on aurait du mal à comprendre ce qu'il y a dans les données, ce qu'elles veulent dire, quelle information il y a à l'intérieur. Parfois, on travaille sur des projets plus de communication, où l'enjeu, c'est vraiment de permettre à un large public de comprendre ce qu'il y a dans des données, de rendre cette information claire, facile à s'approprier. Et parfois, on travaille aussi sur des outils qui vont permettre de mieux travailler avec les données. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des tas de gens qui, dans leur quotidien, sont amenés de plus en plus à travailler avec des données. Et généralement, ces gens-là, ils n'ont pas les bons outils. Ils ont des outils assez complexes, avec pas mal de formules, de paramétrage, alors que finalement, ces gens-là ont besoin juste de l'information. Et c'est ce qu'on peut leur apporter à travers des interfaces de visualisation beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, beaucoup plus visuelles. En fait, DataVise, tout est parti d'un projet de fin d'études. Moi, j'étais à Sciences Po, je travaillais sur les nouvelles façons d'éditorialiser l'information sur les formats numériques et j'avais un projet de fin d'études à porter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes associés actuels, qui eux n'étaient pas du tout à Sciences Po, étaient dans une autre école qui s'appelle l'ETIC, l'école des hautes technologies de l'information et de la communication, et qui eux s'intéressaient aussi à l'information numérique, mais plutôt sous sa forme web de données, déluge de données, etc. Et en fait, on s'est rencontrés grâce à ce projet étudiant et ça a été l'occasion de voir qu'on avait des tas de choses à faire ensemble et qu'on travaillait bien ensemble et que ce sujet de la visualisation de données, finalement, quand on mélangeait nos compétences, d'un côté des compétences plutôt liées aux médias, à l'éditorialisation et de l'autre côté des compétences plus techniques et d'architecture de l'information, on pouvait faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire chacun de son côté et en particulier aborder ces nouvelles formes de traitement de l'information chiffrée qu'est la visualisation de données. Malgré son jeune âge, DataVise fait déjà preuve d'une grande maturité grâce à ses différentes expérimentations autour d'institutions comme Arte ou Rennes Métropole, mais aussi autour de marques. Pour illustrer le champ des possibles de l'open data, la startup vient d'ailleurs de développer un dispositif enrichi basé sur les jeux de données de la RATP. Métropolitain, c'est un projet de visualisation des données urbaines. C'est vraiment un projet issu de notre labo, c'est un projet interne assez expérimental. On a voulu tester de nouvelles façons de représenter notre territoire à partir des données. On a travaillé avec des données d'une start-up qui s'appelle Isocron, qui est une start-up qui travaille sur les temps de transport en commun, les nouvelles façons de les mesurer, d'intégrer des façons plus intelligentes de travailler sur ces données d'information de temps. Et on a travaillé avec un jeu de données ouvert par la RATP, donc de l'open data.
Alors l'idée, c'était vraiment de proposer une nouvelle façon de voir notre territoire quotidien à Paris grâce aux données. On s'est dit, voilà, ces données-là, c'est des données qui sont normalement un peu froides, pas très parlantes, c'est vraiment des données assez volumineuses, et comment on va pouvoir faire en sorte que ces données-là deviennent utiles pour les gens et puissent presque devenir chaleureuses, très parlantes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette carte du métro parisien qui se déforme pour mieux refléter la réalité de ce que c'est que le métro parisien. C'est-à-dire qu'elle se déforme en fonction du temps qu'il faut pour aller d'une station à l'autre, en 3D, prendre la hauteur avec le nombre de personnes dans les stations et prendre la couleur en fonction de la chaleur que ça représente, cette foule, cette affluence dans les différentes stations. Et ce qu'on a cherché à faire finalement, c'est grâce aux données, à essayer d'approcher une partie un petit peu plus sensible, voire émotionnelle du territoire. Parce qu'en fait, les cartes qu'on connaît habituellement, c'est un peu toujours les mêmes. C'est la carte traditionnelle du territoire, c'est la carte du métro qu'on voit partout, mais c'est toujours la même représentation. Et finalement, ça fige un peu notre façon d'appréhender ce territoire parisien. Et ce qu'on a cherché à faire, c'était finalement essayer de toucher du doigt, grâce aux données, une vision un petit peu plus personnelle. Parce que finalement le métro, quand on le prend, c'est pas forcément de tourpeau, ça peut prendre du temps, il peut y avoir plein de monde, plein de bruit, et ça joue sur la façon dont aussi nous on ressent le territoire. Et du coup, grâce aux données, on va pouvoir extérioriser ça, montrer ces différents paramètres et de façon à pouvoir travailler sur une carte qui soit totalement différente, qui propose de nouvelles représentations de la ville. Et ce qu'on aimerait maintenant avec cette interface, c'est que là, elle fonctionne sur les navigateurs, sur les ordinateurs, et on aimerait pousser notre démarche exploratoire pour voir si on peut travailler sur le tactile. Qu'est-ce qui se passerait si on mettait cette interface de visualisation, cette carte, dans les stations de métro, ou si les gens pouvaient vraiment jouer avec, vraiment en situation. Donc on va voir si on peut mener cette expérimentation prochainement. Tout se fait donc très vite, à l'image du très haut débit qui transforme nos modes de vie et donne à nos entrepreneurs des opportunités pour créer. Donc c'est vrai que la 4G aujourd'hui, ça va avec cette accélération des échanges et de la transmission d'informations. Et ça veut dire que finalement, ça va être de plus en plus facile d'échanger des données, d'échanger de l'information, de plus en plus rapide. Et ça va sans doute faciliter des nouveaux usages autour des données. À partir du moment où on a cette rapidité, mais où on a aussi cette contextualisation, parce que c'est des données en mouvement, en géolocalisation, on va pouvoir collecter des tas d'informations de contexte sur où on est, comment on se déplace, etc. Et ça va sans doute favoriser des usages qui vont ancrer les données dans notre univers quotidien, que ce soit des choses comme le quantified self, que ce soit des choses comme de la prédiction, que ce soit des tas de pratiques qui vont être de plus en plus liées aux données. Et forcément, ces pratiques-là, elles vont devoir s'accompagner d'interfaces. Ça veut dire des nouveaux objets pour porter ces nouveaux usages, des nouveaux objets pour montrer les données, pour les intégrer dans nos vies quotidiennes. Et ces interfaces-là, c'est là où on va pouvoir jouer un rôle, parce que ces interfaces, elles doivent être les plus simples, les plus naturelles, les plus aussi attirantes, de façon à attirer la curiosité du public pour ces nouvelles façons de s'informer, mais aussi de vivre au quotidien. Alors les objets connectés, c'est quelque chose auquel on s'intéresse de plus en plus, parce que pour nous, ça représente finalement des tas de nouvelles formes d'interaction à explorer et une nouvelle façon d'intégrer cette information issue des données vraiment dans un paysage vraiment presque quotidien, dans des objets qu'on peut utiliser tous les jours et qui peuvent vraiment nous accompagner. Alors on fait des expérimentations chez Datavise, on a pas mal de petites choses, on a en particulier une machine à dessiner. Alors c'est une machine qui a l'air comme ça un petit peu faite de briques et de broc, mais qui est super intelligente. Finalement, c'est juste un crayon qui est relié avec des petits câbles à des moteurs. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va pouvoir traduire une image et demander à la machine de le reproduire. Peut-être que Nico peut expliquer un petit peu mieux comment ça marche. Le principe est assez simple. On convertit une image en tracé avec des coordonnées. Et on envoie ça à un serveur qui nous permet de modifier les coordonnées à la main, dire ce tracé je le préfère un peu plus lisse, tout ça. Et la machine est directement en communication avec ce serveur-là et va envoyer les informations au final à des moteurs qui vont faire balader le stylo pour refaire ces tracés-là. Et ça peut permettre d'avoir des dispositifs assez intéressants. Par exemple, on avait un projet pour une exposition où on s'était dit qu'on allait dessiner l'ambiance de l'exposition. Alors par exemple, on captait des données comme le son, on regardait ce qui se passait sur Twitter avec les hashtags liés à l'exposition et on avait une capacité comme ça de dessiner ce que ça représentait, cette ambiance de l'exposition pour pouvoir faire un poster par exemple. Donc voilà un cas d'étude et puis on a par exemple
exemple une machine 3D sur laquelle on peut faire d'autres tests, et de plus en plus on essaye d'inventer de nouvelles façons de raconter des histoires. Par exemple, on est parti en voyage avec toute l'équipe et on est tous partis équipés avec des podomètres pour pouvoir restituer notre voyage d'une façon un petit peu plus originale et qui fasse le lien entre les données de notre environnement et puis ce que nous on avait vécu et la façon dont notre voyage s'était déroulé. Les ambitions de nos jeunes entrepreneurs s'annoncent donc à la hauteur de ce marché en pleine explosion et qui devrait marquer une nouvelle ère de l'Internet, celle des objets qui succède donc au web et aux applications. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire évoluer nos interfaces de visualisation qui aujourd'hui sont principalement sur le web vers des interfaces de plus en plus proches des objets connectés, de mieux en mieux intégrées dans notre quotidien, de plus en plus ambiantes, et de toujours continuer à travailler sur des nouvelles façons d'interagir avec les données pour mieux en révéler l'information. Vous l'aurez compris, l'Internet des objets est plein de promesses et nul doute qu'il révolutionnera bientôt votre quotidien. J'espère que ce premier épisode des Héros du Web vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.